Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Cap sur le maritime qui sera animé par Arnaud Zani, directeur général délégué de DSV RNC, et de Suzanne Blazin, senior business support spécialiste en produits maritimes. En régie, nous avons Christophe Laloy et Kartik Ratina Sabapati, tous deux spécialistes en produits maritimes, qui prendront soin de répondre à vos questions en ligne. Notre session s'articulera dès la fin de notre vidéo par l'exposé d'Arnaud sur la situation maritime mondiale et à la suite un temps de réponse à vos différentes questions. Vous pouvez nous les envoyer via le volet situé à droite de votre écran. À la suite de ce webinaire, nous vous transmettrons non seulement la présentation, ainsi que la synthèse de vos différentes interrogations que vous nous aurez posées tout au long de cet événement. Au nom de DSV RNC, nous vous souhaitons un excellent webinaire et passons la main à nos experts. Merci à tous de votre participation. Whether your customers are just around the corner or halfway around the globe, DSV is but a click or a call away, by air, on land or by sea, in more than 80 countries around the world. We protect your shipment. Even heavy cargo becomes easy to handle. So if you think big, you should think DSV. Transport and logistics for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Et bienvenue. Merci pour cette introduction. Donc, nous allons faire un point global sur la situation maritime actuelle. À ce jour, pour commencer, on va faire une petite présentation sur la situation sur le Covid et notamment les vaccins. Donc, à ce jour, plus de 825 millions de doses ont été administrées dans le monde, ce qui est un taux de 3 fois plus par rapport au mois de mars. Nous prévoyons bien entendu une croissance exponentielle à mesure que les vaccins seront disponibles. Vous trouverez sur la droite le récapitulatif par pays des doses administrées. Petite situation sur les restrictions concernant le fret. Donc, pour l'Europe, nous sommes toujours à une fermeture des frontières jusqu'au 30 avril. Tout voyageur est exposé donc à un isolement de 7 jours et à la fin de ces 7 jours, un test PCR est obligatoire. Depuis le 8 mars, pour l'Angleterre, tout voyageur doit se déclarer attestant que leur voyage est autorisé par les règles nationales de confinement au UK. L'Amérique du Nord, toute personne ayant séjourné en Europe et au UK n'a pas le droit d'entrer durant les 14 derniers jours. Bien entendu, cela ne s'applique pas aux résidents permanents et aux ressortissants américains. L'Amérique latine, tous les vols en provenance d'Angleterre, Afrique du Sud sont suspendus vers l'Argentine, le Brésil et Chili. L'Afrique et le Moyen-Orient, pour l'Afrique du Sud, un test négatif est obligatoire et seulement sont autorisés à voyager vers 3 aéroports que sont Le Havre, Cape Town, Durban et Johannesburg. L'Arabie Saoudite, restrictions pour les voyageurs venant d'Amérique latine, d'Afrique du Sud, d'Inde et d'Angleterre. L'Asie du Sud-Est, la plupart des pays ont interdit l'entrée jusqu'à la fin du mois d'avril, avec une possibilité de prolongation. Vous avez peut-être entendu l'histoire de cet avion étant arrivé d'Inde à Hong Kong hier, où 53 passagers ont été testés positifs à leur arrivée. Ils sont bien entendu tous confinés dans un hôtel, c'est une obligation à Hong Kong. L'Inde, jusqu'au 30 avril, les avions de passagers sont interdits, les avions cargo sont autorisés. Le Sri Lanka, vol suspendu, et Bangladesh et Pakistan, la présentation d'un test PCR négatif est obligatoire.
Et pour terminer, l'Asie-Pacifique, surtout la Chine, l'entrée et transit est limitée à tous les voyageurs, sauf les ressortissants chinois, les détenteurs de passeports Hong Kong, Macao ou Taïwan, et bien entendu les visas diplomatiques, services, courtoisie et les visas délivrés également après le 28 mars 2020. Après cette situation, ce point sur la situation pour les entrées au niveau des personnes et des passagers, on vous propose de passer donc directement au sujet phare de ce webinaire, qui est le fret maritime dans le monde actuellement. Les volumes se rétablissent par rapport à la situation pré-Covid, comme on peut le remarquer. Donc sur le transatlantique westbound, donc l'Europe vers les États-Unis, on remarque que les volumes sont supérieurs à la même période de l'an dernier. Sur la partie import Asie, donc sur janvier-février, nous sommes sur la même volumétrie qu'en janvier-février 2020, c'est-à-dire la situation avant Covid et les différentes fermetures de frontières. Sur l'Asie-Amérique latine, les volumes sont supérieurs à la situation avant Covid. Et enfin, sur le Transpacifique, eastbound, donc Asie vers les US, là, pareil, la volumétrie est supérieure à la situation avant Covid. Par rapport à tout ça, que constate-t-on au niveau des capacités? Bien sûr, une petite image du fameux Ever Given qui a quand même bloqué le canal de Suez pendant une semaine, avec différentes conséquences. Donc, des congestions importantes au nord et au sud du canal qui sont résorbées au bout de 15 jours. Redirection de certains navires par le cap de Bonne-Espérance, avec bien entendu un temps de navigation qui est allongé d'environ une semaine à 10 jours et une consommation de carburant plus élevée pour compenser et éviter un transit time beaucoup plus long. On se retrouve donc avec un allongement des délais de transport, une impossibilité de respecter les calendriers définis, donc les différents schedules. Les fenêtres d'accostage dans les ports de destination ne sont plus valables, donc on se retrouve avec des congestions. Nous avons environ 2 semaines de retard dans les échanges entre l'Asie et l'Europe et un déficit de capacité de plus de 500 000 TEU, ce qui crée encore de la tension sur l'équipement. De ce fait, les compagnies maritimes ralentissent les demandes de booking, voire les refusent, suite donc à ces problèmes de capacité et déficit d'équipement. Nous avons donc une répercussion sur tout le commerce mondial. Le retour possible, tel qu'il était défini à la normale, aurait dû être pour le mois de mai-juin, mais tel qu'on le constate actuellement, rien ne semblerait revenir à la normale avant début 2022. Les différentes conséquences, congestion portuaire, pénurie d'équipements, restrictions et également les restrictions sur le confinement. Donc on se retrouve avec des coûts additionnels et une augmentation parallèlement du prix du pétrole. Pour vous donner une idée, 340 000 TEU ont été retardés par le blocage du canal de Suez. Vous trouverez sur ce graphique, enfin sur cette image, la répartition par type de marchandises. Et on remarque que plus de 50% des marchandises conteneurisées sont des matières premières et des biens de consommation. Voici une image pour vous donner les différents porte-conteneurs dans les eaux européennes le 7 avril. On remarque l'embouteillage au niveau de la Méditerranée et au niveau du détroit de Gibraltar. Le blocage du canal de Suez donc, montre l'impact qu'il y a eu sur la disponibilité des navires sur le mois d'avril et sur l'impact qu'il va y avoir sur les semaines futures. Donc là, vous avez une image de l'Asie vers la Méditerranée et de la capacité entre la semaine 13 et la semaine 22
La même chose pour l'Asie vers l'Europe du Nord. Et enfin, de l'Europe du Nord vers l'Asie, forcément la répercussion de l'Asie Nord-Europe. À ce jour, l'Evergiven, certes, a libéré le canal de Suez, mais il est clair qu'avec les différents blank sailings qui sont annoncés, que ce soit sur la Méditerranée ou l'Europe du Nord, nous aurons forcément un impact en termes de volumétrie capacitaire. Et pour les navires qui ont été détournés vers le cap de Bonne-Espérance, bien entendu, il faudra les réintégrer dans les rotations, ce qui va créer d'autres blank sailings. Un market update pour les 12 semaines à venir. Donc, sur l'Asie, Europe du Nord et l'Europe du Nord-Asie, on a une augmentation de la capacité hebdomadaire de 30,3% si on compare par rapport à l'année dernière. L'année dernière étant la référence par rapport au post-Nouvel An chinois et à l'impact des différents confinements et des problèmes de déchargement avec les congestions constatées l'an dernier. Ne pas oublier qu'en début d'année dernière, en plus, au niveau de la France, nous avons eu les différentes grèves. Sur l'Asie-Méditerranée, la capacité augmente de 20,5%, mais va rediminuer fortement en semaine 19 avec différents blank sailings. L'Asie vers l'Amérique du Nord, côte Est, la capacité augmente de 36,7%, mais on remarque que nous avons surtout un problème d'équipement sur cette liaison. Sur la côte ouest, on a exactement la même problématique que sur la côte est, un problème équipement, même si la capacité augmente de 51%, nous aurons toujours des problèmes d'équipement. Donc, l'équipement. Alors, le head haul et back haul, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'équilibre entre des flux import et les flux export. À ce jour, on n'arrive pas à avoir un équilibre tel que nous l'avions par le passé, ce qui fait que cela génère tous les mois une augmentation d'une pénurie d'équipement. C'est un niveau jamais atteint. Vous avez peut-être vu les différentes annonces des compagnies maritimes pour commander des conteneurs. Bien sûr, entre le temps de commande et le temps de livraison, il faut compter 6 mois à 1 an. Donc, les différentes annonces qui ont été faites, nous verrons l'entrée dans les rotations qu'à partir de début 2022. Pour vous donner une idée, voici la disponibilité des équipements en Asie. Vous remarquerez que beaucoup de ports sont en déficit. Alors, avec la mise en place des blank sailings, les compagnies maritimes espèrent pouvoir ramener des conteneurs vides en Asie pour essayer de remettre un équilibre. À ce jour, il est clair que pour obtenir un booking et un équipement, il faut réserver 4 à 6 semaines à l'avance. Mais tout ça aussi est lié à la problématique des schedules des compagnies maritimes. Donc aujourd'hui, on a une baisse de performance d'environ 30% par rapport à l'année dernière. Déjà, le niveau de régularité était très faible. Aujourd'hui, nous avons un niveau de régularité des schedules présentés par les compagnies maritimes d'environ 35%. Le délai moyen de retard est d'environ 7 jours, comparé à l'année dernière où nous étions entre 4,5 et 5 jours. Très clairement, la mise en place de ces différents blank sailings devrait permettre
dans les 5 à 6 mois à venir, de revenir à une situation pas normale, mais beaucoup plus stable, aux alentours de 75 à 80% et des retards d'environ 2 à 3 jours. Ensuite, nous avons toute la problématique de la congestion des terminaux. C'est une problématique. En Europe, on constate plus de 5 jours de retard et en Amérique du Nord, selon où on se trouve, on va de 15 jours à 3 semaines de retard. On atteint des sommets en termes de congestion portuaire, donc ce qui fait que les compagnies maritimes, pour essayer de pallier à ces problèmes de congestion, parfois décident de ne pas s'arrêter dans certains ports. Soyons très clairs, Anvers est moins touché que Le Havre étant bien souvent le dernier port touché à l'export. Les compagnies maritimes peuvent très souvent décider de ne pas faire l'escale du Havre pour charger, pour regagner environ 3 jours à 4 jours sur leur transit time. Et ce qui accentue les congestions au final. Oui. Très clairement, quand on regarde cette congestion portuaire, elle est due, au retard des différents navires, mais aussi au manque de personnel et de dockers. Donc la situation est surtout très flagrante aux États-Unis, on le ressent moins en France et en Europe. C'est surtout qu'on en parle moins, mais il faut savoir qu'à un moment, par exemple au port du Havre, on avait 15% des dockers qui étaient atteints par la Covid, ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas travailler. Donc très clairement, les navires, comme on dit, travaillent beaucoup moins vite au chargement et au déchargement. Bien sûr, tout ça a un impact sur les tarifs. Comme vous pouvez le remarquer en suivant le Shanghai Container Freight Index du Nord-Europe Westbound, à ce jour, enfin semaine 14, on était à environ 8 000 $ le 40 pieds sur la Méditerranée, 7 900 sur le Nord-Europe, en sachant que les taux continuent d'augmenter au spot. Sur le Transpacifique, là, vous avez une vue, donc semaine 14. Les taux étaient sur la côte ouest à 4 000 $ le 40 pieds et 5 400 $ sur la côte est, en sachant que les compagnies suppriment de plus en plus les départs vers Los Angeles en raison de la congestion. Très clairement, sur le Transpacifique, à ce jour, pour certains biens d'équipement, on entend parler que certains clients acceptent de payer jusqu'à 15 000 $ le 40 pieds pour pouvoir embarquer sur les États-Unis au départ de l'Asie. Alors après, il y a d'autres solutions qui rallongent certes le transit time, qui peuvent coûter un peu moins cher. Par exemple, de faire un Shanghai sur Carthagène pour ensuite remonter sur Los Angeles, Auckland. Bon, c'est des solutions à étudier, mais qui ne sont pas des solutions pérennes. Sur le Santos, donc Shanghai Santos, nous sommes à 14 300 $ le 40 pieds sur la semaine 10. C'est des taux jamais atteints sur ce trade. Très clairement, à ce jour, on ne sait pas jusqu'où ça pourra aller et quand surtout la demande va rebaisser. L'Europe-Asie, donc notre export sur l'Asie. Alors, l'allocation de l'espace reste un gros souci, tout simplement vu qu'il y a de la congestion au niveau des ports et des blank sailings. Eh bien, les conteneurs qui restent à terre parce que le navire n'est pas passé, il faut les embarquer sur le navire suivant. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une situation de rollover et de navires complets, avec surtout une autre problématique,
c'est comme indiqué, il faut que les conteneurs vides retournent en Asie et soient réutilisables le plus rapidement possible. Donc certaines compagnies prennent aussi le choix de ne pas embarquer de conteneurs pleins, mais plutôt des conteneurs vides. Comme ça, dès qu'ils arrivent en Asie, ils sont immédiatement utilisables pour repartir sur les États-Unis ou sur l'Europe. La partie Europe à Amérique du Nord, très clairement, à ce jour, nous sommes sur des délais de réservation où il faut compter, si vous réservez maintenant, il y aura peut-être des places, je dis bien peut-être, pour mi-juin. On a la problématique donc, du déficit d'équipement qui crée une problématique et clairement un enjeu pour les compagnies maritimes. À cela s'ajoute la congestion qui aggrave le problème et la mise en place de blank sailing pour rattraper au niveau des transit time. Et on remarquera aussi une hausse du fuel. Un petit récapitulatif parlant de toute la partie SCFI sur les principaux trades. En résumé, la part reçue du marché, donc avec un maintien des taux élevés, voire très élevés sur le deuxième trimestre et jusqu'en 2022. Donc l'Asie vers l'Europe, les flux d'équipement à vide, perturbés par le blocage du canal de Suez, taux marché spot à un niveau très élevé et des taux à long terme qui augmentent et qui sont également, vu que le marché est haut, les compagnies maritimes en profitent pour la plupart et ne tiennent pas leurs engagements. Donc, peuvent aussi dénoncer les taux qui ont été négociés. Sur l'Asie vers l'Amérique du Nord, on se retrouve dans le même cas que l'Asie-Europe, avec une problématique complémentaire qui est la congestion au niveau des ports de la côte ouest américaine et également de Savannah. L'Europe vers l'Amérique du Nord, on a donc la problématique de l'équipement, des navires qui sont pleins et donc une capacité réduite, avec des navires qui n'ont pas les mêmes capacités que l'Europe, que sur le trade Asie-Europe. Export au départ de l'Inde, problème de fiabilité des transit times, les congestions sur les terminaux, les congestions dans les ports de transbordement, et très clairement, les réservations sont à prévoir au moins un mois à l'avance par rapport à votre cargo ready date, car les espaces sont plus que limités. Asie, Amérique latine, pareil, une réservation à prévoir entre un mois et 6 semaines avant le départ des navires. Et concernant la partie intra-Asie, on se retrouve avec une congestion portuaire, des niveaux moyens des taux intra-Asie qui ont légèrement baissé mais qui se sont stabilisés, mais ils restent globalement plus qu'élevés. Pour vous donner une idée, si on retourne en 2019 en situation pré-Covid, un Shanghai Busan pouvait être aux alentours de 150 à 200 $ le 40 pieds. Aujourd'hui, on est plus sur des niveaux à 700, 800 $. Petit rappel des différentes alliances. Donc, quand on regarde aujourd'hui, il est clair que on se retrouve avec 8 compagnies maritimes, puisque au sein de Maersk, vous allez retrouver différentes marques, mais c'est qu'une seule et même compagnie maritime. La même chose pour CMA-CGM. Il y a toujours une différenciation entre COSCO et OCL, mais aujourd'hui, le marché est tenu très clairement pour plus de 70% du marché, c'est tenu par ces 10 compagnies maritimes et ces 3 alliances. Pour en revenir au fuel,
Donc, il y a eu la mise en place de l'IMO 2020, donc la réduction de l'émission de soufre, qui est donc la consommation aujourd'hui. Les compagnies maritimes ont une obligation d'utiliser du fuel à 0,5% de soufre, en teneur en soufre, au lieu des 3,5% comme dans le passé. Alors, c'était déjà applicable également avec des taux à 0,1% sur certaines zones que vous retrouverez en bleu clair sur cette carte. Mais au niveau mondial, nous sommes donc à une obligation de 0,5%. Ça a provoqué déjà une certaine hausse des tarifs maritimes et une perturbation puisqu'il a fallu mettre en place des navires en cale sèche pour pouvoir utiliser des scrubbers, qui a été solution qui a été retenue par la plupart des compagnies maritimes. Certaines ont commandé des navires qui utilisent du gaz liquéfié. C'est une autre solution. Donc là, vous avez un récapitulatif des trois solutions, des trois options possibles. Et très clairement, la solution 2 et la solution 3 ont été les solutions retenues par la plupart des compagnies. Voici un aperçu mondial de la flotte utilisant ce jour des scrubbers. Donc, la compagnie ayant décidé d'installer plus de scrubbers, c'est MSC, qui aujourd'hui, sur sa flotte, a plus de 50% de sa flotte qui utilise des scrubbers. Par rapport à l'utilisation de ces scrubbers, les compagnies maritimes doivent donc utiliser un fuel qui s'appelle le VLSFO. Auparavant, ils utilisaient du IFO 380, donc qui était le fuel avec une teneur sulfure de 3,5%. Donc, vous voyez une évolution. En parallèle, les taux suivent parce que de la même manière, cela suit l'évolution du fuel sur le marché, du pétrole. Donc, on remarque qu'avant la mise en place de l'IMO 2020, l'écart entre le prix du VLSFO et de l'IFO 380 était très important et ça s'est régularisé au fur et à mesure avec la mise en place des raffineries à travers le monde. Donc, cette moyenne est prise sur les 4 principales places de négociation du VLSFO, donc Rotterdam, Houston, Al-Fujairah, donc Moyen-Orient et Singapour. On remarque que donc, si le pétrole augmente, derrière le VLSFO augmente exactement de la même manière, ce qui a un impact forcément sur les prix des taux de fret. Pour vous donner une idée, donc ça c'est le système qui a été retenu par DSV et qui est un peu le système qu'utilisent les différentes compagnies maritimes. Donc d'un côté, vous avez le prix du fuel avec un indice de conversion en fonction de l'utilisation des navires selon les trades. Donc l'indice ne va pas être le même et le prix de la fuel ne va pas être le même, que vous soyez par exemple de l'Asie-Europe et Europe-Asie. Qu'est-ce que... Une solution alternative, donc le rail, qui peut être une solution alternative à cette problématique. Alors, une mise à jour au niveau des services, donc une problématique qui a eu lieu de congestion. On remarque que le manque d'équipement est aussi présent sur la Chine du Sud. Sur le reste de la Chine, pour l'utilisation du train, on remarque que la situation
situation s'améliore, contrairement au maritime. Les taux ont légèrement baissé. Maintenant, l'impact du fret maritime, très clairement, risque de faire remonter les taux puisque beaucoup de nos clients nous demandent un report de flux maritime vers le rail, alors qu'à la base, le flux rail est on va dire, une option par rapport au fret aérien. Parce que nous n'aurons jamais la même capacité sur le rail Asie-Europe que celle que nous avons sur le maritime. De même, les autorités gouvernementales chinoises sont en train de voir la possibilité de faire circuler des voitures électriques par le rail, mais rien n'est encore en cours. Un résumé du service rail proposé par DSV. Alors, il y a aussi une autre solution que l'on ne vous présente pas ce jour, mais qui est aussi disponible, c'est la route depuis la Chine sur l'Europe. Donc, c'est une solution qui est une bonne alternative. Et pareil, on a un problème de capacité et aussi le temps de transit reste intéressant. Après, pour toute la partie approvisionnement, c'est vraiment à voir au coup par coup et en alternative. Concernant la gestion de nos fournisseurs, puisque à ce jour, il faut avoir quand même une certaine coopération avec les compagnies maritimes pour pouvoir trouver l'espace, et ça reste nos fournisseurs principaux. On s'appuie sur un portefeuille défini au niveau mondial avec une partie core carrier, une partie groupe 2 et une partie groupe 3 en fonction des trades et en fonction des capacités de chaque compagnie maritime. La gestion des sous-traitants est faite selon une méthode de risk management, c'est-à-dire la stratégie, les opérations, la partie légale, c'est-à-dire qu'on suit au niveau international leur santé financière et les risques liés à peut-être des accords qu'ils auraient pris. Donc, on fait un suivi au niveau de notre équipe centrale. Par ailleurs, on revoit les process, les communications et la documentation avec eux. Et tout ça est fait grâce à un monitoring et un suivi de différents KPI avec les compagnies maritimes. Une carte de présentation de DSV RNC en France. Donc, je précise bien que c'est uniquement la division maritime et aérienne France par rapport à notre couverture, où nous voyons que nous réalisons un peu plus de 100 000 TEU par an au niveau de la France, à l'import comme à l'export. Nous sommes présents dans les principaux ports français, Le Havre, Dunkerque, Nantes, Bordeaux, Marseille et Fos. Maintenant, je vous propose de revenir aux questions de chacun. Donc, je ne sais pas si, Suzanne, tu as relevé certaines questions. Oui, oui, j'ai relevé déjà une première question par rapport au problème d'équipement et la disponibilité entre les 20 et les 40 pieds, donc sur la ligne Chine-Europe du Nord. La question était de savoir si effectivement les stocks de 20 pieds étaient aussi impactés que les stocks de 40 pieds pour le trade import-Asie. Alors, très clairement, aujourd'hui, le stock de 20 pieds est impacté et par ailleurs, les compagnies maritimes cherchent surtout à renvoyer des 40 pieds en Asie. Donc, ça pose une problématique. Aujourd'hui, ce que souhaitent le plus les compagnies, c'est de faire tourner leur équipement au niveau du conteneur 40 pieds dry et 40 pieds iCube. Une question aussi concernant alors là de l'export, mais sur un trade qu'on n'a pas forcément abordé, qui est le Moyen-Orient au départ d'Europe et l'Afrique. La situation est
aussi les fluctuations des taux de fret. Alors, Moyen-Orient a bien distingué de l'Afrique. Alors, sur la partie Moyen-Orient, très clairement, aujourd'hui, les compagnies maritimes décident bien souvent de ne pas avoir une régularité en termes de schedule et de capacité. Donc, on peut s'attendre à une augmentation des taux de fret sur cette zone et surtout un manque de régularité des différentes compagnies maritimes. Une autre question, alors concernant donc toujours de l'import Asie, savoir, puisque tout à l'heure on abordait le fait que Le Havre était un port qui pouvait être ne pas être touché par les compagnies maritimes, donc de savoir si de booker un Asie Zeebrugge ou Anvers pouvait aujourd'hui être une solution à la place du Havre. Alors, à la place, je dirais pas à la place, mais en complément, oui, pour limiter les risques et pour pouvoir répartir le risque sur les différentes places portuaires. Alors, tout dépend également où vous vous trouvez pour le réacheminement, mais une solution Rotterdam est aussi envisageable puisque derrière, nous pouvons, alors certes, en rallongeant un peu les transit times, mais penser à des modes de réexpédition qui peuvent être pas uniquement liés à la route, mais peut-être aussi au rail. Alors juste une petite question sur l'import Asie, puisque tout à l'heure nous avons indiqué les taux moyens que l'on constate aujourd'hui sur un 40 pieds. Donc on a une question de savoir quel est le niveau du 20 pieds. Alors très clairement, aujourd'hui sur le 20 pieds, on tourne aux alentours de 5 500 $. Entre 5 500 et 6 000 $. Puisque, comme indiqué, les compagnies maritimes souhaitent vraiment optimiser leur capacité sur les navires et donc faire tourner leur équipement au niveau du 40 pieds. Une question sur les NAC aujourd'hui, les possibilités d'avoir un tarif bloqué sur quelle période, toujours sur de l'import Asie, j'imagine, mais voilà. Ce qui était possible aujourd'hui, l'est-il toujours aujourd'hui, ce qui était possible auparavant, est-il toujours aujourd'hui possible de négocier des contrats à long terme? Alors très clairement aujourd'hui, on va dire que c'est faisable. Par contre, ça ne donne aucune garantie d'allocation et de capacité. C'est-à-dire qu'on peut très bien se retrouver avec un tarif, mais derrière qui ne donnera aucune possibilité d'embarquement. Puisque nous sommes sur du vrai lean management aujourd'hui par les compagnies maritimes, ils recherchent très clairement la rentabilité. Donc, sur leur partie NAC, ils ont négocié, ils en maintiennent une partie et ils refusent pas. Ils donnent un taux, mais ils ne donnent pas d'allocation derrière. Donc, autant dire qu'ils font une fin de non-recevoir, mais ils détournent. Voire dénoncer le contrat qui a été négocié quelques semaines après. Vu la situation qui évolue quasiment de semaine en semaine, il est arrivé qu'on négocie des contrats à long terme qui sont dénoncés avant même le démarrage du trafic. Tout à fait. D'autres questions? Tu vois d'autres choses, Suzanne? Là, pas vraiment. En fait, on a une question de savoir si on a parlé des flux Amérique du Nord-Europe et Amérique du Sud-Europe, donc à l'import. L'import, donc la situation import reste, que ce soit sur l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Donc aujourd'hui, pour la partie Amérique du Nord, les compagnies maritimes cherchent à ramener leurs conteneurs sur l'Europe pour pouvoir les réutiliser le plus rapidement possible. Même si à ce jour, les navires sont également bien pleins et il en est de même sur la situation pour l'Amérique latine.
Petite question aussi, alors on en a parlé tout à l'heure, mais sur la disponibilité de l'équipement, quand est-ce qu'on voit la fin du tunnel? C'est-à-dire, est-ce qu'en fin 2021, plus? Alors, très clairement, aujourd'hui, on voit la situation s'améliorer sur le premier trimestre 2022. Très clairement, la situation est plus que critique. On va dire que la situation est pire que fin 2020 à ce jour, puisqu'on n'arrive pas à manager les équipements au niveau des États-Unis et on se retrouve avec des stocks d'équipements vides qui ne repartent pas des États-Unis. Et bien entendu, le fait d'avoir des navires qui restent 15 jours en rade avant d'être déchargés, les conteneurs restent à bord. On est sur des navires qui ont des capacités d'environ 10 000, 11 000 TU, ce qui fait qu'à ce jour, tant qu'on n'arrivera pas à résoudre cette problématique Amérique du Nord et États-Unis, cela restera compliqué. Une question concernant le rail ou la route depuis la Chine. Alors bon, une idée des délais et le niveau de sécurité pour les biens conteneurisés en rail ou en camion. Alors, déjà, il y a certains équipements qui ne passeront pas par le rail ou la route. Maintenant, la sécurité, au nombre de conteneurs et de tractions que l'on a réalisées à l'import et à l'export Asie, des vols, j'en ai pas entendu parler. Sur les transit time, vous êtes aux alentours d'une vingtaine de jours en route et environ 26 à 30 jours au niveau du rail. Je vois une question concernant pour quelles raisons existe-t-il du blank sailing aujourd'hui en import Asie sur la Méditerranée, alors que tout est saturé? Très clairement, les compagnies maritimes aujourd'hui essaient de retrouver une certaine stabilité en termes de schedule et elles n'ont pas réussi. Alors très clairement, si on voulait remettre le marché à zéro, faire un reset complet, il faudrait faire un stop booking mondial, donc mondial tout trade, d'environ 1 mois et demi. C'est-à-dire que vous ne pourriez plus passer une seule commande pendant 1 mois et demi. Ça permettrait de replacer les conteneurs au bon endroit, les équipements vides. Donc plutôt que de passer sur un stop booking complet, les compagnies maritimes préfèrent faire des blank sailing de temps en temps pour essayer de remettre un peu d'équilibre. Pour vous donner une idée, au mois de novembre l'année dernière, afin d'aller récupérer de l'équipement vide aux États-Unis, il y a eu des blank sailing sur l'Europe. Et donc, les compagnies maritimes, au lieu d'utiliser les navires sur l'Europe, ils envoyaient les navires vides sur les États-Unis pour aller récupérer des conteneurs. En sachant que le transit time d'un Shanghai sur Los Angeles, c'est environ une vingtaine de jours. Donc, l'aller-retour, quand vous ne faites pas d'escale complémentaire, vous êtes sur une quarantaine de jours, ce qui vous permet de remettre le navire dans la rotation sans toucher au reste des navires. Alors, quels sont les coûts en transit routier, conteneur 20 pieds, 40 pieds, pris au kilo de la Chine vers l'Europe? Alors, aujourd'hui, ce ne sont pas des conteneurs qui sont utilisés. Il s'agit de remorques routières simples. Vous êtes sur un tarif à peu près équivalent au coût d'un 40 pieds dry depuis l'Asie vers l'Europe, c'est-à-dire dans les 9 000, 10 000 euros.
c'est un prix de référence, ça varie selon les semaines. Donc ça, je vous propose de vous rapprocher directement des personnes en charge. Une question aussi, quelles pourraient être les conséquences à long terme pour les importations depuis l'Asie vers l'Europe? C'est une grande question. Alors là, on touche aussi à la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est-à-dire peut-être remettre une certaine partie de la production en Europe. Maintenant, le fait de changer une supply chain, c'est entre le moment où on le dit et le moment où on met en place, il peut se passer 1 an à 1 an et demi. Donc, très clairement, on va se retrouver. On a aussi, comment dire, une problématique pour vous, c'est-à-dire importateurs et exportateurs. C'est comment importer un conteneur d'Asie ayant 9 000 ou 10 000 dollars de valeur marchandise dans le conteneur et quand le fret est à 10 000 dollars. Donc, on a aussi cette problématique qui est remontée, qui est présentée aujourd'hui à Bruno Le Maire, notamment pour que l'Europe fasse une action. Maintenant, rien ne bouge. Rien ne bouge parce qu'on est en Europe et il ne faut pas oublier que les compagnies maritimes n'ont pas le droit de parler entre elles, puisque l'Europe l'a interdit. Maintenant, des réunions ont lieu. Alors, l'Europe ne l'a pas encore fait avec les compagnies maritimes, mais des réunions ont eu lieu avec le gouvernement chinois, avec le gouvernement japonais, le gouvernement sud-coréen, pour dire stop. Et les compagnies maritimes disent si on dit stop, on fait un stop booking pendant 1 mois et demi. Aujourd'hui, on est dans l'offre et la demande. On a une question sur que pensez-vous d'une solution en CIR entre la Chine et l'Europe du Nord? Alors, oui, c'est une solution envisageable. Maintenant, vous avez une double problématique qui est, il va falloir d'abord emmener le conteneur sur Busan ou sur Dubaï, et ensuite trouver la compagnie aérienne. Et les capacités au niveau de l'aérien aujourd'hui sont extrêmement réduites, puisque la plupart des marchandises voyageaient en pré-Covid sur des avions passagers, donc en soute. Et aujourd'hui, vu qu'il y a environ 70% de la flotte mondiale qui est à terre, ça pose aussi une problématique. Mais vous trouverez des espaces plus facilement. Par contre, il y a une problématique de coût aussi, car le produit CIR est un produit calculé sur le prix au kilo de l'aérien. Et aujourd'hui, la différence entre le CIR pour beaucoup d'origines et l'aérien est assez minime. Donc, le rajout de transit time par rapport au coût n'est pas forcément toujours intéressant. Qu'envisagez-vous comme scénario possible pour 2022 en termes de disponibilité des équipements? Comme indiqué, hein, on ne voit pas d'amélioration avant le premier trimestre 2022. Très clairement, la demande continue, elle est très très forte aux États-Unis. Donc on va certainement une situation retour à la normale en termes d'équipement, on va dire oui, fin Q1 2022. Maintenant, au niveau tarif, on ne reviendra pas au tarif que l'on a connu, par exemple en Asie-Europe à 2000 dollars ou 1800 dollars, on ne le reverra peut-être plus. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je propose que... Voilà.
Je vous propose donc de terminer donc cette intervention. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre agence et votre contact habituel. Et très clairement, on sera là en support, que ce soit Suzanne, Kartik, Christophe ou moi-même, pour répondre aussi aux différentes questions. Merci à tous et une excellente journée. Merci.